Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans l'invité du direct, Redouane Chetoui, directeur commercial et marketing de AFC Group. Redouane Chetoui, bonjour. Bonjour. Nous sommes contents d'accueillir un industriel à l'invité du direct parce que nous avons souvent tendance à parler de l'économie de manière globale et ne pas rentrer dans le détail du micro. Et dans le micro, on a tendance aussi à ne pas rentrer suffisamment dans le détail de l'industrie. Vous êtes dans l'industrie, expliquez-nous ce que c'est AFC Group. Donc AFC Group, donc bonjour tout le monde. Donc AFC Group, c'est un groupe qui existe depuis les années 90, une entreprise familiale qui a démarré dans l'importation des produits d'Europe et d'Afrique. Et après, par la suite, là aujourd'hui, on arrive à recycler et réexporter nos produits vers l'Europe et l'Afrique. Alors, c'est une des raisons, évidemment, pour lesquelles vous êtes ici sur le plateau de l'invité du direct. On le fait pas suffisamment. Malheureusement, on ne met pas suffisamment la lumière sur les acteurs de l'économie algérienne qui sont sur des créneaux d'avenir. Le recyclage, l'économie verte, l'économie circulaire et le potentiel d'exportation. Vous n'avez pas débuté par cela, mais aujourd'hui, on va dire que c'est votre principal métier. Exactement. Donc AFC aujourd'hui, c'est 4 entités. 2 entités qui font l'extrusion des monofilaments, qui sont les monofilaments, c'est les fibres synthétiques qui sont utilisables pour tout type de brosserie et balais, et qui sont issus de recyclage des bouteilles en plastique ou du PET principalement. Aussi, on est en train de supporter cette activité avec une autre filiale du groupe qui s'appelle AFC Industrie, qui est spécialisée dans la vente des machines, d'équipements industriels dans le monde de la plasturgie et le recyclage. Donc, on propose des machines industrielles pour la brosserie, balai, cosmétiques, brosse à dents, etc. Et aussi injection plastique et soufflage. Et en même temps, on est en train de développer actuellement un service qui s'occupe de tout ce qui est accompagnement des nouvelles entreprises qui veulent investir dans le recyclage de plastique. Accompagnement sur la base de votre expérience à vous. Exactement. Alors, on va essayer de faire comprendre à nos amis auditeurs ce qu'est l'enjeu technique et industriel de votre filière, comment ça se passe. D'accord. Peut-être un petit moment pour expliquer. Alors, vous avez utilisé le mot de extrusion. Oui. Donc, vous récupérez des déchets plastiques, PET essentiellement. Et vous en faites quoi exactement? Cette extrusion, c'est quoi exactement? Donc, nous, notre process de production, il est sur 3 étapes principales. Donc, la première étape, c'est la collecte des déchets post-industriels et post-consommateurs qu'on se base actuellement. Et la première étape, c'est le broyage de ces déchets. Donc, broyage des déchets qui veut dire les déchiqueter en petits morceaux. Donc, on a une grande bouteille, on les déchiquette en petits morceaux. Après, la deuxième étape, on a des déchets broyés, mais sales, qu'on ne peut pas introduire dans la production. Donc, une étape de lavage avec un équipement full automatique qu'on dispose actuellement. Donc, c'est lavage de ces bouteilles avec des produits chimiques et aussi de l'eau chaude. Donc, après cette étape de lavage, on a une matière première qui est prête à réutiliser, à réexploiter. Donc, qui veut dire on a donné vie à un déchet qui était dans la nature. Donc, après l'étape broyage et lavage, on a l'étape extrusion. Extrusion, c'est un mot technique dans la plasturgie de plastique qui veut dire extruder des fils ou extruder du plastique pour avoir un produit fini. Et là, on a notre produit final qui est le monofilament synthétique ou les fibres synthétiques qu'on vend à d'autres industriels pour les réutiliser, pour fabriquer des balais et brosses, pour encore les utiliser à nettoyer la nature. On va s'arrêter juste sur les sujets encore pour finir de comprendre. C'est une fois que vous avez broyé et nettoyé les déchets, donc les fibres
de plastique, vous leur donnez de la longueur en fait. Exactement. Pour que ça devienne un fil. Mais il y a d'autres usages possibles. Vous avez choisi d'en faire des filaments. Exactement. Donc nous dans un but précis, destiné vers une industrie précise. Exactement. Nous, notre marché principal où on a démarré dans les années 90, c'était l'importation des fils. C'est pour ça qu'on a choisi ce marché. On est leader de marché algérien et je peux dire même tunisien de ce produit-là. Et via l'exportation, mais les bouteilles en plastique, déjà, notre équipement, il est fait pour fabriquer une quantité suffisante pour notre production et une quantité réutilisable par d'autres industriels. Si on prend l'exemple de l'Algérie, actuellement, on peut en fabriquer du lawat qui est utilisé dans les coussins, dans les couettes, etc. On peut aussi fabriquer des ceintures de serrage qui sont utilisées par les briqueteries et les usines d'électroménager principalement. Mais pour le packaging. Pour le packaging, exactement. Ça, c'est les deux, mais dans d'autres pays où on cible aussi l'exportation de ces bouteilles, on a un autre process qui est un peu plus complexe, qui n'existe pas jusqu'à maintenant en Algérie. C'est le process bottle to bottle. Donc, avec ce lavage-là, on revend ce PET, ce plastique lavé à d'autres fabricants qui passent par un process assez complexe pour fabriquer des bouteilles, encore une fois, et on donne un circuit complet de la bouteille qui est recyclable à 100%. Avant de s'intéresser donc au monofilament qui est votre base, le PET, donc bottle to bottle, est-ce que c'est pas la prochaine frontière vers laquelle il faut aller? C'est quoi l'investissement pour le faire? Parce que j'ai déjà entendu des industriels dire que ils auraient souhaité, des industriels de votre aval, hein, des gens qui font des jus ou de la boisson gazeuse, souhaiter pouvoir s'équiper en bouteilles retraitées. Donc déjà pour démarrer n'importe quel projet, il faut un environnement adéquat. Donc le premier c'est un environnement juridique. Si on parle de l'aspect juridique, donc pour réutiliser les bouteilles, déjà l'aspect juridique n'est pas encore arrivé. C'est pas interdit quand même. On ne sait pas. Parce que la loi, elle est, on va dire, l'aspect juridique est vide, est vierge dans ce côté-là. Si on reçoit de l'extérieur des bouteilles, on ne sait pas. Mais jusqu'à maintenant, la loi ne le permet pas. On peut imaginer qu'est-ce qui va poser problème. C'est des normes juridiques, c'est pour ça, c'est la première étape. Mais après, ça peut se contrôler dans l'usine de retraitement Exactement, parce que chaque usine de traitement des déchets, il faut avoir un labo en interne pour vérifier en continu la qualité. Donc l'aspect réglementaire, sinon l'aspect financier, ça coûte cher. L'aspect financier, ça coûte. C'est ça la principale problématique. Sinon l'aspect juridique, on peut trouver des issues. Mais l'aspect financier, ça coûte très cher le traitement de ces déchets par le biais déjà de l'équipement qui coûte vraiment cher, et aussi tout le process. Pour avoir tout le process, ça revient à un coût, on peut dire un peu plus élevé de la matière vierge. Alors vous, à AFC, vous avez décidé de commencer par le marché du filament et de la brosse. Comment vous avez passé à la brosse? Parce que moi, j'étais très surpris en préparant cette émission avec vous, de la taille de marché, de l'importance. Il y a 50 millions de pièces en Algérie consommées chaque an qui utilisent de votre input. Exactement. Donc, c'est vrai, c'est un marché niche, mais dans les années 90, on a vu que l'Algérie commence à connaître une petite industrie de brosserie. Parce que avant, si on revient à l'historique de la brosserie en Algérie, c'est dans les années 70 où il y avait que des aveugles qui fabriquaient à la main ces balais et brosses. Après, dans les années 90, on a commencé à industrialiser ce domaine-là, ce secteur-là, et on a décidé de se positionner en tant que fournisseur de matières premières et pas revendeur de produits finis. Donc, on importait ce monofilament à partir de Tunisie, Italie, Espagne. Donc, je cite bien ces trois pays parce qu'on va revoir après par la suite.
ça devient des pays cibles. Exactement, exactement. Et donc, vous vous êtes dit, il faut la matière première, elle peut être produite en Algérie parce que c'est du plastique. Et le plastique, c'est quelque chose qu'on peut produire en Algérie. Exactement, exactement. Donc, mais au départ, c'était pas avec les déchets. Au départ, nous on importait entre, on va dire 94 et 2002. On importait uniquement ces fibres-là. Après, dans les années 2002, on a commencé notre première unité de production, mais c'était à partir d'une autre matière qui s'appelait le PVC. C'est plastique, PVC. Mais principalement, ce process de production était basé sur des produits chimiques et matières vierges, principalement. Donc, qui était votre fournisseur de PVC en 2002 ? Donc, on approvisionnait d'Italie, principalement. Votre fournisseur de matières premières, c'était en Italie. De matières premières. De matières premières. D'accord. Vous faisiez du PVC vous faisiez des filaments avec du PVC importé. Du PVC importé et d'autres produits chimiques. Malheureusement, l'Algérie à cette époque-là, et je pense même aujourd'hui, malheureusement, on ne dispose pas de raffinerie de plastique pour ce type de matière. D'accord. Ça, c'est un chaînon manquant de l'industrie de la pétrochimie algérienne. Exactement. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on importe énormément plusieurs types de plastique, polyéthylène-téraphélate, le PP, l'ABS, le PVC aussi. On importe de plusieurs pays producteurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite. Autant d'intrants qu'on aurait pu produire en Algérie si on avait été au bout de... Exactement. Alors, peut-être qu'à quelque chose malheur est bon, puisque le fait que le PVC ne soit pas disponible, ça vous a amené à vous intéresser à la récupération. Exactement. Donc, on a vu que entre le coût de pétrole, le prix de pétrole et le prix de dérivés des pétroles a connu une très grande hausse entre les années 2000 et 2010. Donc, on a commencé à réfléchir à une solution pour continuer à avoir toujours des fibres avec un coût raisonnable. Et là, on a trouvé que le monde de l'extrusion a développé une nouvelle technologie qui on peut extruder du PET, qui est polyéthylène. Donc là, on a vu que le PET se trouve partout et tout le monde en consomme en boissons gazeuses et non gazeuses. Et là, on a décidé à partir de 2008 d'investir dans le domaine de recyclage où on a commencé par le recyclage post-industriel. On récupérait les déchets des usines, des embouteilleurs d'eau et des fabricants de préformes. Les préformes, c'est les avant-bouteilles. C'est des bouteilles non soufflées. Et à partir de 2009, on a décidé de se lancer dans ce secteur de recyclage et de domaine où... Donc ça, c'est votre première implantation, c'est première unité à Alger. Hein? Exactement, c'est notre première unité à Alger, qui est basée à l'est d'Alger, Baraki, et donc avec une capacité de production qui avoisine les 240 tonnes mois. Donc 140 tonnes mois, ça veut dire qu'on recycle 140 tonnes mois de PET post-consommateur à cette époque-là. D'accord. Et en 2013, vous grandissez parce que le marché est porteur. Exactement. On a décidé d'investir de plus en plus dans ce secteur à partir de 2013, où notre unité était finalisée, deuxième unité de production qui est basée à Ain Defla. On a décidé d'investir parce que le marché algérien est porteur et pas que, on voulait avoir aussi diversification vers l'exportation et s'ouvrir vers d'autres marchés à partir de 2016. Alors, quelle capacité de production à Ain Defla ? À Ain Defla, on est sur 150 tonnes mois. Donc, si on fait l'addition, on est sur 300 tonnes les deux unités de production. Alors, très bien. La taille du marché algérien permet pour les brosses, pour les 50 millions d'unités, il y a encore de la place pour des capacités de production additionnelles, ou est-ce que vous considérez que maintenant votre investissement est mature, il y a de la place pour aller plus loin? Est-ce que vous avez déjà des concurrents dans ce que vous faites? Moi, personnellement, je pense toujours qu'il y a toujours la place pour n'importe quel investissement dans un marché, parce que le marché est ouvert pour tout le monde.
Après, il y a de l'évolution aussi. Comme notre marché, on a une évolution de, on va dire, entre 5 et 7% qui, dans le marché algérien. Mais dans chaque marché, il y a toujours une part à prendre, une part. Mais nous, on a décidé de se diversifier pour ne pas être coincé avec un seul marché, mais avec plusieurs marchés pour se développer et avoir aussi d'autres concurrents à l'international qui vous attirent vers la qualité. Alors, on va voir que votre marché, il évolue un peu avec le taux d'équipement des ménages et le taux de renouvellement des équipements dans les ménages. Donc, plus il y a de nouveaux logements livrés, plus c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que les ménages s'équipent en brosse et on s'est rendu compte que les ménages ont tendance, mais là aussi c'est un trait d'évolution de la consommation, à multiplier les brosses, plusieurs balais, des brosses pour les surfaces en fonction des surfaces, etc. Autant de variantes pour vos débouchés. Exactement. Donc, nous, on est très content quand il y a de logement, mais dans tous les secteurs d'activité sont un petit peu liés par le bâtiment. C'est le proverbe si le bâtiment va, tout va. Nous aussi, on est liés directement à la construction, au logement, parce que notre principal consommateur, c'est un nouveau logement et le décideur, c'est la femme. Donc c'est elle qui décide à l'achat, donc on est plus sur les coloris de fibres qui attirent plus les femmes. Mais principalement, notre consommation, elle est dans les nouveaux logements, dans la construction, et pas que. Il y a d'autres marchés, mais c'est les principaux marchés qu'on est en train de suivre dans notre développement. Alors ça c'est pour l'aval, mais pour l'amont, vous avez besoin qu'on vous approvisionne régulièrement en flux tendu, en déchets. Exactement, ça c'est notre paire de manches, c'est le combat de tous les jours de collecte. De et comment est organisée votre filière amont ? Donc nous en 2009, on était organisé par les déchets post-industriels. Donc on récupérait les déchets dans des usines qui fabriquaient des préformes et soufflage de bouteilles en plastique avec ces emboutilleurs de gazeuses et non gazeuses. Et là, c'était plus ou moins facile parce qu'on n'avait pas de problème financier en termes de facturation parce qu'il y a une entité qui existe. Mais à partir de 2016, et surtout cette année, en 2019, on a installé notre équipement de lavage. Là, on a commencé à collecter les déchets post-consommateurs. Donc, post-consommateur, c'est les CET qui sont vos... Non, c'est pas avec les CET. Pas uniquement. CET, centre d'enfouissage technique. Centre d'enfouissement, exactement. D'enfouissement technique. Donc, nous, on travaille sur 3 process de collecte. Le premier, c'est le CET. C'est les CET qui font le tri, mais malheureusement... Ce ne sont pas tous les CET en Algérie qui sont équipés par un bon équipement qui vous fournissent la quantité suffisante. Mais aussi, on travaille aussi avec des collecteurs qui ont des véhicules qui travaillent dans la collecte des déchets, qui sont spécialisés dans le PET. Et le troisième process, c'est via via les associations. Donc, c'est les 3 types de collecte qu'on est en train d'utiliser. Alors, vous m'avez dit que dans vos investissements, dans votre on va dire designing de votre investissement, vous avez besoin de surface de stockage maintenant que vous faites de la collecte, que vous bénéficiez de la collecte pour votre unité de lavage. Et de ce côté-là, vous êtes en besoin d'extension. Exactement. Avant de cela, je veux citer une chose, c'est que les déchets plastiques, pourquoi on a choisi les déchets plastiques? C'est déjà dans le secteur de recyclage parce que c'est très volumineux. Donc en Algérie, par exemple, on est sur 13 millions de tonnes de déchets ménagères par an. On a 11%, c'est le plastique. Déjà, c'est le principal. Après les déchets organiques, c'est le déchet plastique qui représente 11%. 11%, mais 11% en termes de quantité, mais c'est 40% en termes de volume. Et c'est ça notre problème aujourd'hui, c'est en termes de surface, on a besoin, nous, notre objectif d'ici janvier 2020, on va arriver à 20 à 25 tonnes de déchets collectés par jour, de bouteilles recyclées par jour. Donc 25 tonnes, il faut imaginer le volume et l'espace qu'on aurait besoin pour cela.
25 tonnes collectées par jour, donc vous êtes plus sur les 150 tonnes par mois. Exactement. Ça, les 25 tonnes, c'était les 150 tonnes et les 150 tonnes au niveau d'Aïndefleh, c'était pour fabriquer uniquement des monofilaments. Et là, notre nouveau process dans le recyclage post-consommateur, on veut y arriver à 500 tonnes mois. Notre objectif, c'est d'arriver à 500 tonnes mois avec uniquement des bouteilles qui sont réutilisées par notre entité d'extrusion et une partie qui serait vendue ici dans le marché local et pas uniquement même à réexporter vers d'autres pays. Alors, dans l'industrie, on va le dire, hein, on a l'habitude de dire quand on a un coup de cœur, vous faites dans l'industrie quelque chose de très appréciable. Vous recyclez des déchets qui défigurent la nature. Le plastique, c'est plusieurs milliers d'années pour se dissoudre dans la. C'est pas du biodégradable. Voilà, c'est pas du biodégradable. Vous réduisez les importations du pays puisque vous évitez à l'Algérie d'importer les filaments. Vous approvisionnez donc une industrie en aval. Dans n'importe quel pays du monde, ça c'est une activité qui est soutenue par des incitations fiscales, etc. Est-ce que c'est le cas pour vous? Exactement, ça c'est parmi les plus grandes problématiques qu'on a aujourd'hui, pas uniquement nous, mais tous les recycleurs en Algérie. On parle de l'Algérie, notre pays. Donc, dans tous d'autres pays qu'on a vus et voir le process de collecte pour réussir dans le recyclage, il faut des aides financières. C'est vrai, aujourd'hui il y a la société civile, le gouvernement, les associations font des efforts pour développer le recyclage, mais c'est pas suffisant. Tous les pays ont réussi dans le recyclage, c'est par des aides financières qui sont destinées directement aux collecteurs et aux recycleurs principalement. Ces taxes-là, ces fonds-là viennent directement d'une taxe des pollueurs. Le pollueur-payeur, une taxe pollueur-payeur. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on suggère pour développer. Et si on a une taxe pollueur-payeur qui est destinée directement vers les recycleurs et vers les recycleurs, je pense qu'on va résoudre une grande partie, la majorité de partie du problème de recyclage dans notre pays. Alors, on va être optimiste. Il y a déjà une taxe qui est prévue dans le projet de loi de finances pour 2020 sur la pollution. On pense que le gouvernement va la collecter, mais on n'est pas sûr de son utilisation. On n'est pas sûr qu'elle va bénéficier aux industries qui permettent de réduire la pollution. Exactement. Jusqu'à maintenant, on attend toujours la nouvelle loi de finances 2020 qui a prévu une taxe pollueur-payeur. Mais on ne sait pas tous les fils de cette taxe-là, la destination, la réutilisation, le repartage de cette taxe-là. Donc on n'a pas encore d'informations. Évidemment, c'est une filière, l'économie verte, l'économie de recyclage qui a un très gros potentiel. C'est peut-être c'est celle qui peut sortir du marasme de l'économie en cours. Les partenaires étrangers, avec le dispositif actuel, il y a peu de chances qu'ils soient attirés. Maintenant que peut-être le 51-49 va être supprimé, vous avez parlé d'un investisseur sud-coréen qui s'est intéressé au marché algérien, mais qui a trouvé au bout du bout que c'était pas suffisamment incitatif. Oui, c'est une expérience vécue dans les années 2012-2013 où il y avait des partenaires sud-coréens pour investir dans le recyclage de plastique et fabrication textile en Algérie. Et c'est vrai qu'on oublie que le textile est aussi un autre débouché. Exactement, un autre débouché de PET et de recyclage plastique. Donc eux, ils voulaient pas, parce que que ce soit la Sud-Corée et d'autres pays de l'Europe de l'Est, chaque tonne recyclée, ils donnent un recycleur environ 200 € sur chaque tonne recyclée. Donc en aide financière. En aide financière. Souvent, c'est des crédits d'impôt, c'est des impôts en moins. C'est pas une subvention directe,
Souvent, le dispositif d'aide, c'est des impôts défalqués. D'accord, je sais pas. Mais principalement, c'est des aides financières aux entreprises, que ce soit la voie directe ou via des aides financières, même des voies d'impôts, mais c'est une aide financière. Donc, je le précise parce que pour les amis auditeurs, il peut y avoir des gens qui vont hurler pour dire si on donne 200 € sur une tonne à des industriels qui font du recyclage, c'est de l'argent directement enfin 200 l'équivalent en dinars évidemment. Oui. Juste, c'est pas de l'argent qu'on met dans sa poche, c'est ce que génère l'activité. On peut défalquer voilà, de la fiscalité. Et un crédit d'impôt, c'est une forme de subvention. Exactement. Et une aide financière. Exactement. Voilà. Mais si, en fait, ces 200 € sont calculés sur une base de coût de collecte. Si on a un coût de collecte pour collecter une tonne de bouteilles, ça dépasse énormément les 200 € qu'on a subventionné l'entreprise à collecter, à réutiliser en plus avec des emplois directs et indirects, sachant que le recyclage embauche énormément de postes indirects, de postes d'emploi indirects. Si on est sur 100 emplois directs, dans le recyclage, sur le poste indirect, on est sur 800. Donc x8. Parce qu'il y a tous les collecteurs qui travaillent pour approvisionner de matières premières. À Indefla, vous avez déjà un début de réseau de ce type ? Oui, on a commencé déjà à Indefla avec 2 voire 3 associations qui sont en cours. On a débuté déjà par les associations, pas via le CET. On a signé une convention de travailler avec le CET de Indefla, et aussi on a un réseau sur les collecteurs dans cette région. Et même les wilayas qui avoisinent comme Chlef et Blida, on est en train de travailler à développer le réseau de collecteurs de déchets. Alors, les acteurs du recyclage ne sont pas très très connus encore en Algérie. La preuve, c'est que on en reçoit peut-être pour la première fois un sur une émission qui existe depuis 6 ans. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes en train de vous organiser en association pour sensibiliser les pouvoirs publics, l'opinion, votre environnement d'affaires à la spécificité de votre métier ? Il y a des projets qui sont en étude cette année. On a un service qui est en train de gérer cette partie-là, qui est en train de voir avec, que ce soit le ministère de l'Environnement, que ce soit l'Agence nationale de déchets, l'AND et d'autres pollueurs en Algérie. On va dire pas des pollueurs, mais c'est des producteurs de déchets. Non, c'est des emboutilleurs et c'est des fabricants de plastique. On est en train de s'organiser pour trouver un terrain d'entente entre les pollueurs et les payeurs et les recycleurs. Un de vos partenaires, c'est peut-être l'association des producteurs de boissons. C'est parmi les participants dans cette initiative. C'est parmi les participants dans cette initiative. Alors, on a laissé le meilleur pour la fin. Oui. AFC fait partie du club des exportateurs algériens. C'est toujours une très très bonne nouvelle. Nous sommes toujours très très contents d'accueillir des Algériens qui participent à la diversification des exportations. Donc, dites-nous un petit peu ce que c'est votre marché exportation. Donc, nous, on a démarré l'exportation. Déjà, on faisait de l'exportation dans les années 2000, mais c'était à petite échelle avec notre ancien produit PVC. Mais là, on a repris le PET à partir de 2016. Comme on importait dans les années 90 à partir de ces pays-là, qui sont la Tunisie, l'Espagne et l'Italie, aujourd'hui, on réexporte vers ces pays-là. Donc, on exporte des monofilaments vers la Tunisie. On a une part de marché considérable. On est sur 40% du marché tunisien. On a quelques clients en Italie, en Espagne aussi, et au Maroc. On est sur aussi le marché de l'Amérique latine avec un autre process de distribution qui on est sur le marché colombien, équatorien et péruvien.
Alors, puisque vous parlez de process de distribution, c'est quoi exactement? Par exemple, en Tunisie, vous avez un grand partenaire qui représente votre marque. Vous avez un utilisateur qui l'utilise directement. Nous, pour le marché tunisien, par exemple, on travaille directement avec les producteurs. Donc, on est sur du direct. Donc, on travaille avec les usines qui fabriquent les balais et brosses et on vend directement à ce... Alors, au niveau logistique, c'est de la route. Hein. C'est de la route, exactement. Donc, c'est beaucoup plus simple. Exactement. Par contre, Maroc, Espagne, Italie, c'est par voie maritime. C'est par voie maritime. Vous avez repris pied, vous avez dit en 2016. Vous montrez votre savoir-faire, vos produits à quelle occasion à l'international? Vous avez une foire en particulier que vous ciblez? Donc notre première étape c'était via une participation à un salon vraiment spécialisé dans notre secteur d'activité qui est Interbrash. C'était en 2016, c'était en Allemagne, donc on a participé en tant que premier Algérien et premier Nord-Africain qui participe dans ce type de salon. Et à partir de là, on a commencé à travailler avec les clients qu'on a rencontrés dans ce salon. Parmi eux, c'est les clients de l'Amérique latine. Donc, c'est à partir de là où on a connu des clients de l'Amérique latine. Et après, c'était par des prospections directes au marché, des visites aux clients. Et là, on a développé, on est arrivé. La première année, c'était une seule ou deux opérations. 2017, on est arrivé à 10. 2018, on a fait 25. Et aujourd'hui, on est sur 45 opérations d'exportation cette année. J'ai quand même noté que 45 opérations d'exportation, ça ne vous amène pas nécessairement sur des volumes des flux financiers importants. Est-ce que c'est dû parce qu'on est encore juste à des flux symboliques. Je le dis à la Banque d'Algérie, c'est parce que la Banque d'Algérie pose toujours des problèmes aux exportateurs. Ils sont toujours choqués par les factures et tout. Ils voudraient recevoir plus de devises. Comment se fixe le prix du monofilament? Est-ce qu'il y a un marché référence, une bourse? Ça se passe comment? Et qu'est-ce qui peut le tirer vers le haut pour que vos flux financiers soient plus importants? Donc nous, pour le prix de monofilament, comme on l'a cité, c'est vrai, c'est un marché niche, c'est un petit marché, c'est pas énorme pour la Banque d'Algérie, mais toutes les économies qui ont réussi dans l'exportation, c'est vraiment avoir beaucoup de petites entreprises exportatrices et pas un seul exportateur qui est déjà un risque. Déjà, on prend l'exemple de l'Italie, c'est 5 millions d'entreprises de PME en Italie. Donc 5 millions, c'est énorme. Où on arrive à 80% d'exportation des produits italiens. Ça, c'est un exemple. Donc on préfère aider ces exportations et surtout, on est sur les difficultés qu'on a dans l'exportation. Principalement, c'est aspect logistique. Et c'est vrai, il y a des aides via la FSPE, Fonds spécial promotion de l'exportation au niveau du ministère du Commerce, mais le process est très, très, très lent. Donc tout le risque, c'est vous qui l'assumez d'abord. Exactement. Nous, on paye par exemple, sur la FSPE, on est remboursé. Avant, c'était un remboursement tout frais de transport, transport routier et maritime. On était remboursé à 25% des charges. On dépose un dossier, on attend le traitement et un remboursement de 25% de ces charges. Aujourd'hui, ils ont changé la loi cette année-là et c'est une bonne chose. On a augmenté le pourcentage à 50% de remboursement, mais le traitement des dossiers, aujourd'hui, on a sur par exemple tous les dossiers qui ont été déposés 2018, on n'a rien reçu. Oui. Donc on attend toujours les traitements de dossiers 2018. Oui. Donc c'est toujours un petit peu et la plus grande problématique qu'on rencontre, c'est l'aspect logistique. Pour le maritime? Pour le maritime, oui. Notamment pour le maritime. C'est le maritime qui est, par exemple, on a des expéditions vers l'Italie. Déjà, les entreprises qui existent dans le domaine maritime en Algérie, c'est entreprises étrangères principalement. Là, on est sur l'Italie, on est sur 15 jours.
sur 15 jours vers l'Italie, c'est énorme. Sachant que des fois, on trouve des navires directs qui prennent 24 heures, mais la majorité du temps, c'est du transbordement avec transportement, d'éclatement. exactement, soit en Espagne et après ils partent au Malte et après en Italie. Ça prend trop de temps. Mais ça prend énormément de temps. Et aussi le flux des navires est un petit peu lent. Ardouane Chtoui, on va finir sur le développement. On a bien compris que l'exportation aura une place dans le développement, va avoir une place dans le développement de AFC, mais on a bien compris aussi que le marché domestique est quand même votre plateforme de développement première. Exactement. Notre marché, on est sur les marchés des monofilaments, on est sur 70% de part de marché. En Algérie, c'est notre marché principal. Mais... J'apprécie que vous le disiez, vous êtes directeur commercial marketing. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, quand ils ont une position dominante sur un marché, ils ont peur de le dire. C'est très bien. C'est très bien d'avoir, vous êtes en fait le champion de cette filière, et c'est bien d'avoir des champions parce que les champions entraînent en général l'écosystème derrière eux. C'est vrai, mais il faut, je pense qu'il faut toujours travailler et essayer de développer et avancer vers l'avant, parce que si on n'avance pas, on recule. Complètement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.